liberté. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Joliba TV News. Bienvenue dans votre émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Joliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service du citoyen et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, notre invité est un acteur de premier plan du mouvement démocratique au Mali, un brillant avocat. Il clame et réclame les valeurs de liberté, de justice et de démocratie. L'homme est un descendant en ligne directe de l'âge Oumar Tall, bâtisseur d'empire, et de Ahmadou Tall, roi de Ségou. Il est le président du Congrès national d'initiative démocratique, le CNID de Faso-Iroaton. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, notre invité est Maître Mountaga Tall. Maître Mountaga Tall, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci pour votre invitation et bonsoir à celles et ceux qui nous suivent. Maître, ce soir, vous êtes en direct, hein? Les Maliens vous regardent, les Africains aussi vous regardent. Donc, nous sommes à l'international, j'ai l'habitude de le dire souvent ici. Donc, cette émission, c'est pour les Maliens, aussi pour les Africains qui nous regardent. Nous sommes suivis dans 44 pays. Donc, dans un premier temps, nous allons parler de votre parcours pour que les téléspectateurs africains comprennent le sens de votre combat, l'évolution aussi du combat, votre vision pour le Mali. C'est bon pour vous, Maître? Je suis à votre totale disposition. Déjà, avant de faire le résumé ou de donner les grandes lignes de votre brillant parcours, quel est déjà votre état d'esprit ce soir? Vous savez, nous avons l'obligation, notre génération, d'expliquer aux générations montantes, à nos cadets, à nos enfants, ce qui s'est passé au Mali, comment ça s'est passé, pourquoi tout cela s'est passé. Si vous m'offrez une tribune pour ce faire, je ne peux que vous en être reconnaissant. Maître, vous êtes un avocat. Aujourd'hui, vous êtes à l'aise dans ce style-là, dans ce face-à-face? On n'est pas au tribunal, mais j'espère que vous devez être à l'aise dans ce genre d'exercice. Écoutez, on ne peut pas casser des omelettes sans faire... on ne peut pas faire des œufs sans casser des omelettes. Okay. Je suis un acteur public. Je dois m'adresser par conséquent au public. Il y a des règles du jeu, parmi lesquelles cette sorte d'introspection qu'il faudrait faire, et je suis heureux de me soumettre à cet exercice. Mais souvent, l'avocat pose des questions, sauf que ce soir, ce n'est pas vous qui posez les questions, c'est moi, le journaliste, l'invité. Cela ne vous dérange pas? Juste le retour des choses. Maître Mountaga Tall, vous êtes né le 10 décembre 1956, journée commémorative de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous êtes, je le disais en introduction, descendant en ligne directe de l'Haj Omar Foutiyou Tall, fondateur de l'Empire toucouleur, et de Ahmadou Tall, son fils, roi de Ségou, surnommé Lam Diolbé, c'est-à-dire le commandant des croyants. Votre père était un transporteur, autodidacte, un notable connu et respecté à Ségou. Vous avez fait des brillantes études universitaires, vous êtes sorti major de votre promotion en droit international public. En 1981, déjà, vous étiez titulaire d'un doctorat en droit. Ça ne vous rajeunit pas, maître? Vous êtes aussi le président du SNID depuis sa création, plusieurs fois député, ancien ministre du BK, membre tout dernièrement du M5-RFP. M5-RFP pour les téléspectateurs africains, c'est le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques. Vous êtes arrivé troisième lors de la première élection démocratique organisée au Mali en 1991. À l'époque, vous aviez 35 ans, donc le plus jeune candidat certainement de l'histoire politique malienne. Comme avocat, vous avez défendu Omar Marikou à l'époque. Vous avez aussi défendu certains Issa Ndiaye, professeur Issa Ndiaye, mais aussi Alpha Omar Konaré, il était à l'époque directeur de publication des Échos. Donc le parcours il est long, mais on essaye de résumer un peu pour les téléspectateurs maliens africains. Maître Tall. Écoutez, vous avez fait vos recherches, vous avez dit ce que vous aviez à dire sur le parcours, mais je dis toujours qu'il y a un volet qui m'importe,
J'ai dédié quasiment ma vie politique au Parlement. J'ai été quand même parlementaire malien, parlementaire de la CEDEAO, parlementaire panafricain, et tout cela a duré un peu moins de 2 décennies. Okay. Merci pour cette partie aussi de votre brillant parcours. Maître, vous êtes un avocat brillant, je le disais. Est-ce que vous êtes un avocat brillant? Vous savez, les effets des manches, de mon point de vue, ne conviennent pas à l'avocat. Je suis un peu de l'ancienne génération et pour répondre précisément à cette question, on nous a défendu, lorsque nous faisions nos premières armes, toute forme de publicité. Vous ne pourrez pas retrouver mon cabinet avec une plaque apposée même à la porte. C'est anonyme, c'est comme ça qu'il faut procéder. Les règles vont peut-être changer, mais pour l'instant, je respecte celles qui sont là, pas de bruit, et je vous dis même pas une plaque à l'entrée de mon cabinet. Ok, Maître Muntagatal, quand on vous regarde de l'apparence, souvent vous donnez l'apparence de quelqu'un qui est timide, souvent même de la réserve, souvent assimilé à tort ou à raison à la suffisance. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ceux qui le disent n'ont peut-être pas tort parce que j'ai beaucoup peur, très peur de choquer l'autre. Ce qui fait que oui, dans mes relations avec ceux qui ne me connaissent pas bien, il y a une sorte de réserve. Mais ceux qui sont dans mon intimité, ma famille, mes amis, ont affaire à un autre Muntagatal qui n'a rien à voir avec celui que l'on dépeint. Mais en toute hypothèse, je n'essaye pas de tricher sur ma personnalité. À l'égard de tous, je voue un respect. J'essaie de ne pas heurter, j'essaie de ne pas choquer, mais dès que les conditions le permettent, Muntaga, plutôt bon causeur, c'est en privé, parce que ceux qui vous connaissent, qui vous pratiquent, disent qu'en privé, vous avez des éclats de rire, des fous rires, hein? Mais comme ça, vous refusez souvent de sourire, maître. Est-ce que c'est une fausse apparence? Non, je ne refuse pas de sourire. La preuve, c'est que vous essayez de sourire. Non, on m'a collé, parce que ce que vous dites, prêt à sourire. Et je vois qu'on m'a collé cette image. Un jour, j'ai un de mes amis qui m'a invité à dîner chez un autre de ses amis. Nous étions à Paris. Au cours du dîner, je n'ai pas pu m'occuper de ceux qui nous avaient invités, mais j'étais avec leurs enfants, qui très vite m'ont adopté, et j'ai passé la soirée plus avec les enfants qu'avec les parents. C'était donc des jeux. Et le lendemain, ils ont dit à mon ami, c'était même pas un ami, un cadet, mais nous sommes surpris, on ne savait pas que Muntaga savait sourire et jouer avec les enfants. On a tout à fait une mauvaise image de lui, et si seulement on pouvait lui présenter des excuses. Voilà. Oui, mais Maître Muntagatal, hein, certains disent aussi que, bon, vous êtes, je l'ai dit, vous êtes d'une grande famille, vous êtes de la descendance de l'Hadj Omar Tall, une grande famille maraboutique. Mais certains disent que sur le plan social, souvent, vous refusez d'aller à des mariages, à des baptêmes. Pour l'homme politique que vous êtes, est-ce que ce n'est pas une erreur? Si seulement c'était la vérité, ça aurait été une erreur. Moi, je passe toute ma vie dans les sociales. Tout le temps, je suis dans le social, qu'il s'agisse des mariages, des baptêmes, des décès. Les baptêmes de moins en moins. Je dis très souvent à mes enfants... Pour vous, les baptêmes, ce n'est pas important? Non. Je leur ai dit, nous avons fait les baptêmes de nos enfants, faites les baptêmes des vôtres. C'est l'excuse que vous avez trouvée, maître, pour ne pas aller. Parce que pour l'homme social, l'homme politique que vous êtes, hein, vous devez vous confondre dans la masse. Je suis dans les mariages, oui. Je suis dans les décès, je suis dans les baptêmes si les circonstances l'exigent, mais de plus en plus, il s'agit des baptêmes non plus de nos enfants, mais des baptêmes de nos petits-enfants. Il est bon de responsabiliser leur papa, parce que quand nous sommes là, eux, ils cessent d'exister. C'est cela notre société.
il faut leur donner une chance de s'affirmer. Maître, nous allons parler, petite rubrique de 2 à 3 minutes sur les traces de l'invité. Donc, je demande à la rédaction de passer le générique et on sera là pour ces questions. Maître, on vient de regarder le générique sur les traces de l'invité. Nous allons regarder une première image que vous allez commenter pour les téléspectateurs. Maître Muntagatal, voilà, voici cette image. On vous voit, on vous reconnaît sur la photo. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de cette photo-là? Nous étions en 1991 et après les événements du 26 mars, il y a eu ce qu'on appelait à l'époque une tentative de faire un contre-coup d'État. Il fallait donc mobiliser les Maliennes et les Maliens pour dire non et permettre à l'expérience en cours d'aller à son terme. Nous étions donc ici, à la maison du peuple. Si l'image avait été complète, il y avait des milliers et des milliers de personnes dans la cour et dans toutes les rues avoisinantes pour dire non à la remise en cause des acquis démocratiques. Donc j'étais là avec Amadou Toumani Touré, avec Alpha Omar Konaré, avec le Premier ministre Soumana Sako et d'autres. Okay. Vous êtes nostalgique de ces moments-là ou c'était l'euphorie pratiquement? Vous êtes nostalgique de ces moments de révolution? Parce que à l'âge de 35 ans, vous étiez déjà dans la politique, candidat à la présidentielle. Est-ce que vous avez eu une jeunesse, Maître Tal? À 35 ans, j'étais candidat, mais c'est à 33 ans que j'ai conduit les premières manifestations à Bamako pour la démocratie. Et les jours où on m'élisait président du Sénat et du Sénat Association, j'étais avec certaines personnes qui avaient l'âge de mon papa, comme Maître Demba Diallo. C'est sur moi que la confiance des personnes qui étaient réunies ce jour-là était portée. J'ai décidé d'assumer pleinement et j'ai fait ce que j'avais à faire jusqu'à l'obtention du changement démocratique que nous voulions. Okay. Est-ce que j'ai eu une jeunesse? Oui, mais j'ai consacré la plus grande partie de ma vie au combat pour le Mali. Je l'ai consacré au Mali. Rien que pour le Mali? Non, pas rien que pour le Mali. Je n'ai pas accepté de sacrifier le reste parce qu'il faut savoir maintenir l'équilibre en toutes choses si on veut avancer. J'ai pris par la main mes enfants de la première année à la terminale pour les amener à l'école. J'ai été présent à toutes les fêtes d'école, à toutes les remises de diplômes. Et vous savez ce que j'ai fait quand ils sont devenus grands? Non. Et quand ils ont commencé à se marier, Dieu merci, ils sont tous mariés aujourd'hui. Dieu m'a donné la chance et le bonheur d'avoir leurs petits-enfants tous sur mes jambes, mes genoux. J'ai fait des cartons. Et j'ai mis leur gribouillage de la maternelle et leur bulletin de la terminale. J'ai tout mis dans des cartons. C'est pour eux. Je vous les donne. Moi, j'en ai terminé. Le reste, c'est vous. Donc, je n'ai pas sacrifié ma famille. Je n'ai pas sacrifié mes amis. Mes amis d'aujourd'hui sont mes amis d'il y a 50 ans. Nous sommes allés à l'école ensemble en 1963 à Ségou. Mais parallèlement, j'ai tenu à jouer tout mon rôle politique, à prendre toute ma place. Okay. L'équilibre était difficile, mais c'était important. Vous l'avez reçu? En tout cas, j'ai fait ce que je pouvais. Okay. Nous allons regarder une deuxième image. C'est une photo où pratiquement on ne reconnaît pas les visages. Maître Tal, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette image? Vous savez, ça c'était à Ségou. L'époque, il y avait ce qu'on appelait les... Je vois quelqu'un, un jeune, qui est en costume.
couleur du costume doit être noire, hein, si je vois bien. Oui, costume noir. Ouais. Donc à l'époque déjà, vous portiez des costumes, maître. Vous étiez déjà en avance. Hein? J'ai porté assez tôt les costumes, mais j'étais fondamentalement opposé au port de la cravate. Et dans ma chambre d'étudiant... Parce que ma cravate ne vous dérange pas ce soir? Non, absolument pas. Après, j'ai mis des cravates. Mais dans ma chambre d'étudiant, il y avait affiché la cravate douloureuse que tu portes et qui tourne, ô civilisé, porte-la si tu veux bien respirer. Ce n'est pas de moi, c'est de qui il s'agit. Et j'étais dans cette optique, je vous dirai quand et comment. J'ai peut-être mis ma première cravate. C'est quand on devait prêter serment comme avocat. Nous sommes allés saluer le premier président Kebambaye à l'époque. Quand on quittait son bureau, le juge Kebambaye, il était premier président de la Cour suprême. Les visites de courtoisie étaient obligatoires. Nous sommes sortis de son bureau, il a rouvert sa porte, il nous a dit: les avocats en jean et les magistrats aux manches retroussées, moi je n'y crois pas. On ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Nous étions avec le bâtonnier Boubacar Gueye, ministre fédéral de la Justice, qui nous encadrait, qui nous a dit: celui qui viendra demain sans cravate ne prêtera pas serment. C'est ce qu'il vous a dit. Une heure de temps plus tard, on s'est retrouvés les uns et les autres en train de faire le port de Dakar pour trouver une cravate et une chemise qui allait avec. Donc, cette photo, on revient. Cette photo est importante. La rédaction, si elle peut revenir sur cette photo, voilà, vous allez commenter. Cette photo est importante pour moi. À l'époque, c'était ce qu'on appelait le club. À Ségou, il y en avait beaucoup. Hein, la compagnie des cols levés, les francs camarades. Nous étions les chocs. Okay. C'était un groupe d'amis. Oui. Et de l'émotion déjà, et parmi eux, il y a des gens qui vivent encore, d'autres. Les rangs se sont clairsemés. Sur les 7, excusez-moi, ouais. Il en reste 3. Okay. 3. Okay. Chaque année, nous faisions des surprises parties, yeah. Ça s'appelait ainsi, qui faisaient partie des moments les plus courus à Ségou. Et ça, c'était le 20 juin 1974. 20 juin 1974. 20 juin 1974. D'accord. Oui. Une autre image avec la permission de la rédaction, l'avant-dernière, rapidement. Cette image, voilà. C'était en quelle année? Vous étiez avec qui? Là, j'étais avec le shérif de Nioro. Mes relations avec lui ne datent pas d'aujourd'hui. Ça remonte à des générations entre nos papas. Oui. Quand vous allez à Nioro, il y a 3 grandes familles là-bas qu'il faut saluer. La famille du shérif, la famille Tal et la famille Kaba Diakité. Okay. Dans ce cadre, je vais à Nioro. Je lui rends visite, hommage. Nous avons des relations paternelles et filiaux. Et cette photo a été prise au cours d'une de ces visites. Quelle année précisément? Vous ne vous rappelez pas? Cette photo doit dater de 6-7 ans. Je ne pourrais pas donner la date avec une très grande précision. Okay. Nous allons regarder la dernière image et puis nous allons commenter ensemble. Métal. Ici, je suis avec feu Jerry John Rollins. Oui. J'ai eu le privilège de côtoyer beaucoup de chefs d'État, d'anciens chefs d'État, sans jamais en faire un fonds de commerce politique. Ce moment était important. Vous connaissez qui est l'homme, ce qu'il est pour les Africains, ceux de notre génération en particulier. Et j'étais heureux d'avoir cette conversation avec lui, qui n'était pas un bref moment d'échange, mais on a parlé des choses profondes ce jour-là. Okay. D'accord, maître, nous allons continuer avec l'entretien.
Déjà, vous êtes président du SUNID depuis sa création. Hein. Je veux répéter peut-être un terme cher au président Ibeka, certainement que vous connaissez votre ami. Hein. Vous êtes président du SUNID ad vitam aeternam, hein, pour parler comme Ibeka. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un problème, maître, depuis 30 ans? Vous savez, le problème, c'est moins d'arriver que de partir. Moins d'arriver que de partir. Mais au-delà, on fait beaucoup de mauvais procès aux hommes politiques, mais avoir un président de parti accepté au sein du parti est un investissement politique sur lequel on attend un retour sur investissement. Derrière lui, même les plus méritants que lui s'effacent. Tout le monde se met à son service pour lui permettre de connaître le pays et permettre au pays de le connaître, pour qu'à un certain moment, il puisse porter le plus haut possible le flambeau du parti. Ce n'est pas en ce moment, c'est comme un arbre qu'on plante. Ce n'est pas au moment où il donne des fleurs avant de donner des fruits qu'il faut dire il faut dessoucher cet arbre. C'est seulement qu'il faut l'entretenir. Ce que l'on demandait au exil des hommes politiques, c'est qu'arrivé à ce moment, il faut dessoucher l'arbre qui est prêt à donner des fruits et planter un nouvel arbre. C'est mal comprendre les problèmes. Maintenant, est-ce que je suis président du CENID contre la volonté des militants du CENID? Vous le savez, j'ai demandé à partir plus d'une fois. Déjà en 1991, après la chute du parti unique, j'avais dit que je n'étais pas candidat même à présider un parti politique. On m'a dit, si tu le fais, tu seras un traître. Aujourd'hui, je suis dans les mêmes dilemmes, mais j'espère que mes dernières décisions seront comprises par les militants, que je n'ai pas pris sous la pression, mais parce que je pense effectivement aujourd'hui qu'il faut plus de femmes, plus de jeunes, pour que le combat continue, parce que n'oubliez pas, nous sommes des mortels. Est-ce que vous croyez à une carrière politique? Je suis en profond désaccord avec ceux qui font de la politique un métier. Ils ne seront jamais des hommes libres, parce qu'ils oublient que le pouvoir, c'est comme les saisons. Il change. Et quand ça change pour toi, s'il n'y a pas une activité qui puisse te faire vivre, même pendant ou après, tu deviens esclave du système, tu t'agrippes, tu acceptes tout, même les déshonneurs. Moi, je pense honnêtement que la politique, c'est pour servir, mais je ne crois pas à un homme politique qui n'a pas une profession autre que la politique. Et d'ailleurs, le drame, parmi les raisons... Au Mali, il n'y en a pas, vous n'en trouvez pas? Au Mali, il n'y en a pas, vous n'en trouvez pas? Je ne donne pas de nom. Non, je n'ai pas compris. Vous dites, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Vous dites que vous ne connaissez pas des hommes politiques qui n'ont pas un métier. Non, j'ai dit, je ne suis pas en accord, je suis en désaccord avec les hommes politiques qui n'ont que la politique comme métier. Et que c'est ce qui nous crée des problèmes, parce que les mêmes, ils s'agrippent, ils acceptent tout pour ne pas tout perdre. Si chacun a un travail, non, la politique, c'est pour servir, ça ne sera pas alors pour se servir et pour vivre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression justement qu'au Mali, les politiques se servent et non servir le pays, Maître Tal? Vous savez... En toute objectivité, en toute liberté. Moi, je ne suis jamais dans les généralisations abusives. Est-ce qu'il y a des hommes politiques qui se sont servis, qui se servent, qui continuent de se servir? Oui. Si vous me dites aujourd'hui de porter une appréciation sur la classe politique au Mali et la manière dont elle s'est comportée, je vais vous étonner parce que je serai beaucoup plus sévère que vous. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on va en parler, hein, quelle est la responsabilité de l'homme politique malien dans la faillite de l'État? Votre responsabilité, c'était quoi? Il y a un procès que l'on fait à la classe politique qui est une demi-vérité. On pense que tous les maux du Mali sont imputables aux seuls acteurs politiques. Les acteurs politiques ont un rôle éminent
dans la faillite de notre pays. Mais souvenez-vous, ou sachez, qu'au Mali, en 60 années d'indépendance, les civils ont gouverné 25 ans et les militaires 35 ans. Sachez que depuis 1968, dans tous les gouvernements du Mali, il y avait des représentants de la classe politique et de la société civile. Sachez qu'en dehors du cas d'Ibrahim Boubacar Keïta, tous les présidents du Mali l'ont été quand ils étaient jeunes. Tous sans exception. Ça veut dire quoi? Pour vous, c'était une erreur? Non. Un accident? Absolument. Mais c'est juste un exemple. Absolument pas. Non, laissez-moi aller au bout de cette logique. Okay. Cela signifie quoi? Que ce n'est pas la classe politique qui est en cause, c'est la gouvernance et les gouvernants. Et quand on dit pour ce débat, oui, tout le monde est responsable, je dis ce n'est pas vrai. Si vous dites que tout le monde est responsable, vous permettez à ceux qui ont commis des fautes de se dédouaner. Parce que c'est tout le monde. Donc si c'est tout le monde, ce n'est pas personne. Et ce n'est donc personne. Le temps est venu que chacun dise, que chaque acteur politique d'abord passe dans les scanners politiques et sociaux et que l'on puisse identifier, indexer, dénoncer, poursuivre ceux qui sont responsables de la faille de notre pays. Ils sont connus, il reste à voir la volonté politique de régler définitivement cette affaire afin que la politique redevienne ce qu'elle doit toujours rester, la vertu. Ok. Maître Muntagata, est-ce que vous pouvez regarder, peut-être sur l'honneur, dire que vous, Maître Tall, vous n'avez jamais attenté peut-être aux intérêts de ce pays-là? Je vais vous dire une chose. Moi, quand j'arrivais en politique, je vous l'ai dit, j'étais très jeune, j'avais 33 ans. J'avais déjà une très belle carrière politique, une très belle carrière professionnelle. Vous aimez la politique, hein? En phase, oui, en phase ascendante. Ouais. Et peu de gens comprenaient pourquoi j'ai quitté le confort d'un cabinet pour aller prendre des risques face à un parti unique et constitutionnel. J'ai toujours expliqué que je le faisais par conviction. Et quelle était cette conviction qui demeure aujourd'hui? Je pense au plus profond de moi-même que la société a besoin de liberté, comme le corps humain a besoin d'oxygène. Et que sans cela, la société risque de s'étioler. Je me suis engagé sur la base de cette conviction sans calcul autre que le Mali. J'étais, Dieu merci, à l'abri du besoin et je ne cherchais rien d'autre si ce n'était que le Mali. Okay. Donc, quand on entre dans un tel combat, on peut dire, je l'ai fait, 25 ans après, publiquement, je dis, je mets quiconque au défi. Je l'ai fait ce soir. De dire deux choses. Un, Muntagata Tall a manqué d'égard, a été discourtois, a insulté quelqu'un. Deuxièmement, je mets quiconque au défi de dire Muntagata Tall a touché un copec indûment dans sa carrière politique. Et j'ai ajouté, si cela arrive et qu'il est prouvé, je quitte mes fonctions politiques et je quitte la scène politique. Je l'ai dit il y a 10 ans. Et vous le renouvelez ce soir encore? Je le renouvelle ce soir. Ok, Maître Muntagata Tall, Ibeka, l'ancien président, était aussi un ami, vous le connaissez certainement, vous l'avez pratiqué. Vous avez même été son ministre, porte-parole du gouvernement. Avant, le compagnon s'est arrêté, on ne connaît pas les raisons, parce que vous n'avez jamais parlé des raisons du divorce. Parce que divorce, il y a eu. Et après, vous avez regagné le camp du M5 RFP. Qu'est-ce que vous reprochez justement au président Ibrahim Boubacar Keïta? Ibrahim Boubacar Keïta n'est pas un ami, mais un aîné. Un aîné. Nous avons des relations très fraternelles, plutôt d'ailleurs un beau-frère qu'un frère. Donc, comment il vous appelle? Bamuntaga. 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 Ce qui est signe de respect. Okay. De très grand respect. Okay. Bamuntaga. Okay. Nous nous sommes affrontés très durement quand il était Premier ministre et quand moi je faisais fonction.
j'assumais les fonctions de chef de file de l'opposition. Très durement, à l'hémicycle, par presse interposée. Et je me suis retrouvé pendant ce temps 3 fois en prison. Cela n'a pas empêché. Lorsqu'il a quitté ses fonctions de président de l'ADEMA et de Premier ministre, que nous le retrouvions dans Espoir 2002, nous avons fait un très beau compagnonnage. Ça s'est très bien passé. Il a réussi à me convaincre à rentrer dans un gouvernement alors que pendant 25 ans, j'avais refusé d'y être. Mais vous envoyez des ministres? Vous envoyez des ministres, plus d'une dizaine. Je n'y partais pas. Et quand je suis allé, j'ai malheureusement... Vous savez, le gouvernement était un observatoire unique. On est au courant de beaucoup de choses. Ce que j'ai vu ne correspondait ni à ma vision, ni à mon éthique. J'ai quitté le gouvernement. Vous avez quitté pendant combien de... Après 1 an, 2 ans? Vous savez, je suis rentré au gouvernement, si ma mémoire ne me trahit pas, un 17 avril 2014 et j'ai quitté 2013 oui. Et j'ai quitté un 17 avril 2017. 2017-2013, ça fait au moins 3 ans. 3 ans. Ça fait 3 ans. Et pendant tout ce temps, vous n'avez pas vu que la vision ne vous convenait pas? Si. Un an. Si, j'ai vu, mais vous étiez resté. Non, le courage. 2 ans, vous étiez encore resté mental. Le courage n'est pas. Il a fallu la 3e année pour savoir que ça ne correspond plus à votre vision. Non. Le courage ne consiste pas à déserter à la première difficulté. Le courage, c'est de se battre pour redresser les difficultés, pour les surmonter et pour avancer. Mais à un certain moment, on peut se rendre compte que cela n'est plus possible. C'est arrivé, parce que quand j'ai quitté le gouvernement, ce n'était pas un secret, publiquement. Le président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, m'a appelé, il m'a demandé de revenir au gouvernement, j'ai dit non. Allez chercher combien de personnes refusent de rentrer dans un gouvernement ou de refuser d'être dans un gouvernement. Oui. Parce que ce que j'avais vu, je l'ai dit, ne correspondait pas à ce à quoi je m'attendais. Mais on est allé au-delà plus tard. De la mauvaise gouvernance, le Mali est tombé dans la non-gouvernance. Et pour moi, il y avait un risque d'effondrement. Il fallait, au-delà des sentiments personnels, des relations personnelles, mettre un terme à cela. C'était l'objectif, la vision du M5 RFP. Je me suis retrouvé dans ce combat. On va en parler. Mais déjà, il y a Kourouma qui disait, Amadou Kourouma qui disait quand on n'est pas d'accord, on dit non. Est-ce que vous avez déjà dit un non formel à l'époque au président Ibeka lors de vos échanges? Parce que c'est dit qu'en 3 ans, vous l'avez rencontré que 2 fois. Et souvent, pour le voir, il faut passer par son fils ou sa femme. Vous confirmez ce soir? Non, je ne peux pas le confirmer parce que je ne suis jamais passé ni par son épouse, ni par son fils pour le voir. J'ai pris acte du fait que pendant 3 ans, on ne s'est rencontré pour parler du Mali en dehors de la salle de conseil des ministres que 2 ou 3 fois. C'est tout. Mais je dois dire aussi que je n'ai pas eu l'occasion plusieurs fois de dire non parce que... Est-ce que, Maître Tall, pour les téléspectateurs qui nous regardent, vous avez démissionné ou bien vous avez été remercié? Parce que le terme est gentil à remercier, je ne vais pas dire renvoyer, Maître, je ne le dis pas. Entre les deux, il y a un boulevard. Au cours d'un remaniement, j'ai été appelé. Le Premier ministre a tenté de m'expliquer pourquoi je devais quitter le poste que j'avais et peut-être parachuter dans un autre ministère. Je l'ai interrompu. J'ai dit merci pour le compagnonnage. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Dites au président ceci de ma part. Il m'a donné une occasion unique au Mali. Aujourd'hui, quand vous prenez le ministère de la Santé, c'est pour soigner les gens aujourd'hui. Le ministère du Développement rural, c'est pour donner à manger aux gens aujourd'hui. Mais le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Économie numérique, c'est pour former les jeunes pour demain. J'ai eu la chance d'être à la tête de ces 2 départements. Une chance inouïe. Et remerciez-le pour moi, mais ma mission s'arrête là aujourd'hui. Vous voyez qu'entre les deux, il y a... C'est votre part de vérité. Certainement un jour, Ibeka aussi sera là certainement sur ce plateau pour dire sa part de vérité. On va confronter les deux versions. Je ne suis pas en train de les charger.
Je ne suis pas en train de l'accuser. Vous le constaterez, je ne le ferai jamais aujourd'hui. Okay. Quand vous l'avez vu... Lors d'un affrontement que nous avons eu à l'Assemblée nationale, lui et moi, c'était au cours d'une motion de censure, j'ai dit là-bas que ce n'est pas élégant d'attaquer quelqu'un ou de dire du mal à quelqu'un si la personne, en ce moment précis, ne peut pas apporter sa part de vérité. Je ne dévie pas de ce comportement. Ok. Quand vous l'avez vu, hein, vous le connaissez très bien, quand vous l'avez vu au soir du 18 août, en train de présenter sa démission au peuple malien, quel sentiment vous a animé cette nuit-là? Parce que vous étiez déjà de l'autre côté, M5RFP, c'était vous qui menez la danse. Un gâchis énorme. On aurait pu éviter cela. Nous nous sommes battus pour éviter cela. Le M5RFP a fait toutes les offres imaginables pour éviter cela. Et l'intervention du 18 août n'était pas dans l'agenda du M5. Okay. Si BK a une qualité, c'est quoi? Profondément humain. Profondément humain. Profondément humain. Okay. Et politiquement? Politiquement, je vous l'ai dit, je préfère ne pas avoir ici des jugements de valeur sur quelqu'un qui, par respect pour lui, mais pour sa fonction, ne répondra pas aujourd'hui. Okay. Si vous avez fait 30 ans de parcours politique, si je dois vous demander au hasard de me citer 3 hommes politiques maliens qui vous ont marqué et pourquoi? Sans hésiter, je vous dirais que j'ai connu 2 hommes humbles, patriotes, désintéressés, que le grand public n'a pas connus. Le premier s'appelle Isaac Traoré. Nous avons été ensemble au Sénat Association. Il en est aujourd'hui le président. Il fuit la lumière, mais il a le patriotisme chevillé en son corps, une humilité extraordinaire. J'ai trouvé exactement les mêmes qualités chez Abdraman Baba Touré. L'ancien président de la Cour consulaire. Le président de l'ADEMA Association, okay, avec lequel j'ai beaucoup travaillé parce qu'il était président de l'ADEMA Association. Moi, j'étais le président de l'ADEMA et du Sénat Association. Un homme merveilleux, que Dieu ait son âme. Okay. J'ai beaucoup lu sur l'histoire du Mali. Mon mémoire de maîtrise, je l'ai fait sur le régime politique du Mali. Okay. Et le faisant, j'ai eu un respect extraordinaire pour le président Mamadou Konati. Mais j'ai eu aussi des témoignages directs. Il avait une relation épistolaire poussée avec mon grand-père et homonyme, Muntaga Lamdjolbe. J'ai eu accès à ses courriers. Je n'en dirai pas plus. Okay. Maître Muntagata, le M5RFP, c'était un idéal, c'était un combat pour une gouvernance vertueuse. C'était comment cette expérience de tous ces hommes politiques? Vous vous retrouvez encore pour une autre... C'était le combat pour le peuple. C'était une belle expérience, le M5RFP. Je rappelle pour les téléspectateurs africains que le M5RFP, c'est le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques. Maître Tal. J'avais déjà mené avec d'autres le combat de 1991 pour l'instauration de la démocratie. À l'époque, qu'avions-nous dit aux Maliens? Que la liberté n'était pas une fin en soi, qu'elle devait permettre de façon individuelle et collective et mieux-être. 30 années plus tard, nous étions sur un champ de ruines. C'est un échec pour vous, pour votre génération, je veux dire. Je ne suis pas dans les généralisations. Les fruits n'ont pas tenu la promesse de fleurs, vous êtes d'accord, maître? Je ne suis pas dans les généralisations abusives, je vous l'ai dit, je le répète. Les Maliens connaissent les responsables, qu'ils aient le courage de les indexer. Mais étant donné que le résultat est là, il faudrait continuer le combat pour faire en sorte que les fleurs de 1991 produisent des fruits. Avec les hommes politiques, avec la société civile, avec les forces de défense et de sécurité, avec les jeunes et les vieux,
avec les femmes et les hommes. Parce que vous savez, moi, je ne connais pas une catégorie socio-professionnelle au Mali où tout le monde est bien. Je n'en connais pas où tout le monde est mauvais. Il faut trouver les bons partout, les mettre ensemble avec pour une mission de relever et de refonder le Mali. Nous allons parler rapidement de la transition. Choguel, l'ancien président je ne sais pas s'il est toujours président du M5 RFP, comment il fait pour concilier les deux postes? Vous pouvez nous en parler certainement. Le président du M5 RFP, aujourd'hui le Premier ministre de la Tranquillité, déjà votre regard sur les premiers pas du Premier ministre Choguel Maïga. Vous avez posé une première question, vous évoquez un premier fait. Moi, je ne comprends pas certains débats, malheureusement. À ce que je sache, lorsqu'un parti politique, un regroupement social politique, mène un combat qui le conduit au pouvoir, mais on ne peut pas dire parce que vous êtes arrivé, les principaux responsables doivent déserter, doivent quitter ce combat. Non. Qui a dit ça? Le chef. Qui a dit ça? J'arrive. Vous avez dit que vous ne savez pas comment. Non, j'ai posé une question. Bon, d'accord, je vais dire. Pas fait d'affirmation. D'accord, je vais vous dire comment il est bon que ceux qui sont en mission du M5, de mon point de vue, conservent leur responsabilité au M5 pour donner plus de visibilité à ce qu'ils font au gouvernement et à ce qu'ils font au M5 et surtout pour donner plus d'efficacité. Vous coupez le cordon ombilical, vous aurez des électrons libres. Et ce n'est pas ce qu'il faut. Maintenant, ce duo Assimi-Choguel procède d'un mariage des raisons. Des raisons. Vous avez vu les premières difficultés que le CNSP et le M5 ont eues. Ce qu'il convient de faire aujourd'hui, c'est de travailler à soutenir la transition pour qu'elle réussisse. C'est ce que je puis en dire. Tout n'est pas rose. Hein. Déjà, vous êtes un politique expérimenté. Pourquoi vous ne sortez pas pour appuyer, soutenir le Premier ministre Choguel Maïga à votre place? C'est quelqu'un d'autre qui le fait. Alors que vous avez plus d'expérience, plus d'expertise. Est-ce que quelque part, vous soutenez réellement... Que veut dire sortir pour soutenir? Vous voulez que ça se passe comment? Vous devez être son lieutenant, certainement. Moi, je ne suis le lieutenant de personne, je ne l'ai jamais été. C'est votre Premier ministre, maintenant. En cela, on le soutient. Je suis là devant vous aujourd'hui pour soutenir les thèses du M5. Si le temps et les questions avaient défendre le M5, défendre le Premier ministre, défendre la transition, mais on ne sera jamais, ce n'est pas ce que, en cela qu'on va rendre service à être des laudateurs. Non, personne n'attend cela de Muntaga. Mais le soutien ferme, appuyé, croiser les fers contre ceux qui font semblant de soutenir pendant qu'ils sont en train de savonner le plancher. Vous faites allusion à qui? Parce que vous dites que vous n'êtes pas dans les générations abusives. Hein? J'ai vu une coalition de partis politiques l'autre jour. Mais c'est leur droit aussi. Nous sommes en démocratie maintenant. Toute ma vie, je me suis battu pour cela. Je ne dénie à personne le droit de se coaliser. Mais ce que je dis, en le faisant, là, il faudrait pouvoir dire ce que l'on veut exactement, mais ne pas dire le contraire de ce que l'on fait. C'est mon seul problème. Nous devons tous, nous tous, respect au peuple malien en lui disant la vérité et à ne pas le prendre pour ce qu'il n'est pas. Mais qu'est-ce que la coalition a fait de mal? Vous faites allusion à cette coalition des partis politiques qui demande justement de ne pas proroger à la durée de la transition. C'est un péché. Qui a jamais parlé de prorogation de la durée de la transition? Qui en a jamais parlé? Ce qu'il convient de faire aujourd'hui, c'est de travailler pour que la transition réussisse dans les délais convenus. Mais quand on va soi-même créer un prétexte en disant on va se réunir, on va se coaliser, vous avez employé les termes, pour que la transition ne soit pas prorogée, alors que personne n'a en projet la prorogation de son... Et alors même que tous les jours,
ceux qui ont en charge la transition disent tout va se passer dans les délais. Mais quand vous étiez dans la rue et que vous demandez à Ibeka de démissionner, vous pensez que c'est normal. Et quand d'autres disent non, attention, il ne faut pas avoir d'intention pour proroger la transition, vous trouvez que c'est anormal maintenant. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement, personne n'a dit qu'il fallait proroger la transition. Puisque personne n'a dit qu'il ne fallait proroger la transition, pourquoi venir défoncer une porte ouverte? C'est tout mon problème. Moi, je cherche à comprendre. Hein. Je ne suis pas en train de critiquer, je cherche à comprendre pourquoi on défonce une porte ouverte. Qu'est-ce qu'il y a derrière la volonté de défoncer? Vous avez une porte, vous avez un poignet, vous ouvrez, mais vous amenez une hache pour ouvrir la porte. Vous êtes un peu dur hein, ce soir. Hein? Je ne suis pas dur, je cherche à comprendre. Vous cherchez à comprendre. Justement, hein, nous allons chercher à comprendre la rubrique Questions directes avec les téléspectateurs. Questions directes, rubrique Questions directes. Maître Muntagatal, bonsoir. Moi, c'est Alousseni Touré. En fait, aujourd'hui, il y a un très grand débat autour de la tenue des élections, notamment les élections organisées par un organe unique ou le ministère de l'administration territoriale. Aujourd'hui, quelle est la position de Maître Muntagatal à ce sujet? Je suis Ablaye Maïga Kai. Maître Muntagatal est un grand cadre politique, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et il peut contribuer à la résolution de la crise actuelle. Mais son problème, c'est quelqu'un qui est peu bavard et peu visible. Merci beaucoup. Joliba TV, bonjour. Moi, c'est Hassan Abokar Touré de la promotion Muntagatal de la FSJE 1996-2000. Moi, j'ai l'impression que Maître Muntagatal est mal compris des Maliens. Donc, la question même que j'aimerais lui poser, est-ce que lui, pourquoi il n'est pas compris par les Maliens? Merci beaucoup. Bonsoir, Younoussa Sidibé. Je vais lui demander, mais pourquoi il est l'un des hommes politiques le plus stable, c'est-à-dire celui qui n'a pas connu de changement, il n'a pas migré. Il n'y a pas eu de transhumance politique chez lui. Depuis qu'il est l'un des membres fondateurs, ou bien le membre fondateur du SNIT, jusqu'à preuve du contraire, il est au SNIT. Donc c'est lui qui peut être considéré comme imperturbable s'il y en est ainsi, en tant qu'homme politique malien. Au juste, quel est son secret? Maître Tal, c'était la question directe, pas des questions de journalistes, questions de citoyens. Vous allez m'aider pour la deuxième question que je n'ai pas très bien entendue. Pour l'organe unique de gestion des élections, là aussi je cherche à comprendre. Tout le monde, de façon unanime, a soutenu que le système actuel malien des élections est mauvais et que nous a conduit au pire. De façon unanime, on a soutenu que l'organe unique de gestion des élections devait être mis en place, mais certains ont dit pas cette fois-ci. Vous savez comment moi je comprends cela? Bon, laissez-nous frauder une dernière fois. Ensuite, on verra comment faire. Vous êtes dans la provocation, certainement, ce soir. Vous dites que vous n'avez jamais dit. Est-ce que ce n'est pas de la métaphore? Je vous avoue que je ne comprends pas que l'on puisse dire en même temps que le système n'est pas bon, qu'il y a un système de rechange, mais qu'il faille continuer avec le mauvais système. Moi, je suis incapable de comprendre ça. Sachant que le mauvais système a failli nous conduire au pire. Donc, je ne comprends juste pas. Donc, ce que je pense, c'est que nous devons tous conjuguer nos efforts pour mettre en place l'organe unique de gestion des élections et faire des bonnes élections dans les délais convenus. Mais vous savez, ces élections, elles ne sont pas que techniques. Hein. Il y a d'autres paramètres, notamment sécuritaires. C'est à tout cela qu'il faudrait travailler, respecter les délais et faire des élections propres par un organe unique de gestion des élections. Ça marche. Le deuxième intervenant dit que Maître Tal est un homme d'expérience, mais que vous ne parlez pas beaucoup. Il veut dire que vous ne prenez pas très souvent la parole voilà, quand il s'agit des questions d'intérêt national, si j'ai bien compris, moi aussi, sa question. Non, je m'exprime sur tous les grands sujets d'intérêt national, mais je considère, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des propos de sages,
que la parole est d'or. On ne parle pas quand ce n'est pas utile. Honnêtement, c'est vrai que je décline beaucoup d'invitations. Vous le savez, vous pouvez en témoigner. Mais quand il faut parler, je parle. Vous savez, notre patrimoine culturel est très riche. Et qu'est-ce qu'il nous enseigne? Ne parle pas quand tu ne dois pas parler. Ne laisse pas l'occasion de parler quand tu dois parler. C'est là que j'essaie d'appliquer. La troisième question vient d'un téléspectateur qui dit qu'il est de la première promotion, de la promotion Muntagatal. La toute première promotion de la faculté des sciences juridiques et économiques du Mali porte le nom de Muntagatal. C'est la promotion Muntagatal. Je suis heureux de constater qu'un des membres de cette promotion nous écoute et nous suit. Pourquoi Muntagatal n'est pas compris? Je ne peux pas donner la réponse à cette question. Peut-être que je suis un mauvais pédagogue, mais pourtant, j'avais souhaité être d'abord enseignant avant d'être avocat. Les circonstances ont voulu de choses. Il m'appartient de tenir compte de cette remarque et d'essayer d'améliorer ma communication et mes relations avec les Maliennes et les Maliens. Vous savez, moi je tiens, et c'est la quatrième question, en politique, comme dans tout ce que je fais, à l'honneur, au dambi. Je ne suis pas dans les coups. Je suis dans la construction d'un édifice solide. Cela ne peut pas s'accommoder des changements quotidiens. Et c'est pourquoi j'ai dit, je suis très sévère avec la classe politique. Je condamne les changements de veste, je condamne les trahisons, je condamne les indélicatesses, les compromissions, et je ne peux pas me retrouver dans ces comportements. Je les condamne, je les combats, mais la meilleure façon pour moi de les condamner et de les combattre, c'est de ne pas tomber dans le même travers. Maître Muntagatal, est-ce que vous rêvez d'un destin présidentiel? Vous avez été troisième, votre meilleur score électoral c'était en 91 ou 12, classé troisième de la présidentielle. Est-ce que vous rêvez encore d'un destin présidentiel? Quand vous regardez souvent dans le miroir... Quand vous regardez ce qui s'est passé en 92 et ce qui s'est passé en 2018, où semble-t-il mon épouse, mes enfants, mes amis, mes frères et sœurs n'ont pas voté pour moi, au regard de ce que la Cour constitutionnelle a proclamé, mais face à ce que la Cour constitutionnelle a dit, j'ai mis sur Internet les vrais résultats qui disaient exactement autre chose, signés par les présidents des bureaux de vote. Donc, on a essayé d'exécuter un homme en le discréditant, en le réduisant à néant. Mais vous savez, dans notre pays, un homme politique, s'il n'est pas doublé d'un homme ayant une assise sociale, il ne peut pas aller loin. Donc, est-ce que je rêve d'un destin présidentiel? Si je n'y croyais pas, je ne suis pas dans les rêves. Mais je pense honnêtement, surtout aujourd'hui, que le Mali a besoin aujourd'hui d'un homme qui connaisse le Mali profond, qui connaît les Maliens, que les Maliens connaissent, qui a une vision adossée à un programme et avec une capacité de rassemblement. Avec ces prérequis, on peut être président du Mali et bien gouverner le Mali, qu'il s'agisse de Muntagatal ou d'un autre. Je pense simplement que si on tient compte de ces quelques critères, le Mali pourrait sans doute être relevé. Maître Muntagatal, sur le plan politique, avez-vous des regrets? Sur le plan politique, avez-vous des regrets? Des amitiés perdues, brisées, la fraternité, je ne sais pas, est-ce que vous avez perdu un peu de tout ça, compte tenu de vos convictions, de votre combat politique? J'ai reçu des coups. Ça n'a jamais remis en cause. Est-ce que vous avez l'habitude souvent de donner des coups? Mon comportement, j'arrive, ça ne m'a jamais remis en
cause mes relations personnelles avec ceux qui me les ont données. On pourrait peut-être leur demander s'ils ont reçu des coups venant de ma part, mais ceux qui me connaissent assez bien, et surtout mes amis politiques, me disent que tous les problèmes, c'est que je refuse de donner des coups à certains endroits. Oui, je le revendique, je l'assume, je suis comme ça. Donc pour vous, le sport, pour vous, la politique, ce n'est pas un sport de combat, si vous ne donnez pas des coups. Parce que dans un sport, hein, dans un combat, on donne des coups. C'est un combat d'idées. Okay. Il faut avoir une vision, il faut avoir des convictions assises qui ne changent pas avec la direction du vent. Maître Muntagata, certains de vos détracteurs disent que vous avez la rancune tenace. Est-ce un procès d'intention, Maître? Ceux qui me connaissent mieux que ceux qui disent cela me disent, Muntaga, on ne comprend pas, que tu pardonnes, oui, mais que tu oublies même ce qu'on t'a fait, on ne comprend pas. Voici l'homme. J'oublie ce qu'on m'a fait et je remercie le bon Dieu de m'avoir fait ainsi. Okay. Maître Muntagata, là, il nous reste pratiquement 3-4 minutes pour conclure cette émission. Vous êtes un avocat, je le disais à l'introduction. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser cette question. Il y a Bandao, l'ancien président de la transition, Mokhtar Wane, qui sont toujours en résidence surveillée. Ça vous interpelle, hein, l'homme de droit que vous êtes. Cette question vous interpelle. Bien évidemment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit ils ont fauté, il faut mettre la justice à contribution. Soit il n'y a pas de faute, il faut arrêter ce qui est en cours. Vous privilégiez quelle piste? Je n'ai pas de choix. S'ils ont fauté, personne ne doit être au-dessus de la justice. Okay. S'ils n'ont pas fauté, personne ne doit être injustement brimé. Ok. Et dernier mot sur un mot sur l'assassinat, la tentative d'assassinat au couteau du président de la transition, Assimi Goïta. Ce serait l'honneur du Mali, l'honneur de la transition, l'honneur du président de la transition, l'honneur de nous tous de faire toute la lumière sur cette affaire. Et pour faire la lumière, je suggère fortement qu'au moins le barreau, la MDH et la Commission nationale des droits de l'homme soient impliqués. Cela mettrait tout le monde à l'aise, à commencer par les autorités de la transition et ceux qui soutiennent la transition. Vous pensez que c'est un cadavre encombrant, cette histoire de la mort du suspect? Puisque je pars de lumière, de vérité, je ne vais pas me mettre à condamner sans éléments. Maître Muntagata, on va finir certainement cet entretien avec une certaine dose d'humour. Hein. Il y a Michel Colussi Décoliche, hein, humoriste et comédien français, qui parle de la justice. Je suis dit, il y a deux sortes de justice. Vous avez l'avocat qui connaît bien la loi et l'avocat qui connaît bien le juge. Maître Tal. Vous savez, aucun juge ne me prendrait au sérieux si je viens le voir pour lui dire que je connais pour un dossier. Oui. Au moins, je me suis fait cette réputation dans la famille judiciaire. Okay. Donc, vous connaissez la loi et non le juge? Je me bats surtout pour que chaque avocat connaisse le juge et qu'aucun juge ne connaisse aucun avocat, mais que tous nous le reconnaissions dans le droit. C'est un combat que je mène depuis 40 années maintenant. Maître Muntagata, on va finir cet entretien avec cette image, voilà, avec la permission de la réalisation. On voit ici Laurent Gbagbo, poignée de main, sourire, hein, le président Laurent Gbagbo et puis le président Alassane Ouattara. Commentaire? Un espoir pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens, un espoir pour l'Afrique, un espoir pour le Mali parce que la Côte d'Ivoire apaisée, la Côte d'Ivoire en paix est important pour le Mali parce qu'il s'agit dans la sous-région de notre plus grand partenaire. Je souhaite vivement que cette dynamique aille à son terme. Et certains qui parlent de comédie, est-ce qu'il faut une dose de comédie pour faire la politique mentale? Je ne vois pas la moindre dose de comédie en ce qui se passe ici.
Mais pour répondre à votre question de façon plus générale, je pense que la politique est quelque chose de très sérieux. Et je regrette d'ailleurs, pour revenir au cas du Mali, que les plus vertueux aient déserté le champ politique à raison de certains comportements. Je les invite à revenir, à reprendre à toute la place et à contribuer à faire de la politique la chose publique, la vertu pour permettre au Mali de se relever durablement et définitivement. Permettre au Mali de se relever durablement et définitivement, ce sont là les derniers mots de Maître Mountaga Tall, le président du CNUD de Faso-Ywaton. Maître Tall, c'était un plaisir de partager cet entretien avec vous. Il fallait finir quand même sur une note de mots, puisqu'on dit de vous que vous ne riez pas. Est-ce que ce soir, vous pouvez faire ce sourire-là pour rassurer les téléspectateurs qui disent que vous ne souriez pas? Mais tout à l'heure, vous avez dit que je souriais parce que vous avez dit que je ne souriais pas. C'est la fin de l'entretien. D'accord. Oui, on conclut en beauté. Alors, racontez-moi une belle blague et vous allez entendre un franc rire. Est-ce que vous savez jouer au foot? J'ai payé 40 années de presque handicap au football. J'ai subi 5 interventions chirurgicales lourdes à mon genou parce que j'ai subi une fracture quand je faisais du football. Ceux qui m'ont connu jeune pourraient témoigner que je jouais très bien. Mais aujourd'hui, je ne peux être que spectateur longtemps. Est-ce que vous arrivez de marquer des buts en métal? Je savais marquer des buts en ces temps-là. Et ceux qui le savent nous écoutent. Est-ce que ce soir, vous avez l'impression de marquer ou de marquer des points? Je ne suis pas venu ici pour gagner, mais pour parler aux Maliens. Et je serais heureux d'entendre leur retour sur les bêtises que je leur ai dites ce soir. Maître Tall, c'était l'objectif. On a retrouvé le sourire. Merci. C'est en toute liberté, c'est un peu ça. L'objectif, ce n'est pas d'humilier l'invité, c'est lui poser les questions que les Maliens se posent. Et enfin, comme dans un match de football, on change toujours les maillots après dans les vestiaires. Maître Tall, merci d'être là. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Un clin d'œil spécial ce soir à l'équipe de réalisation avec à sa tête Augustin Echoubilly, ces infatigables guerriers de l'ombre sans lesquels il n'y a pas de télé. Lamine Koulibaly, Vincent Ogou, chef plateau, merci pour le travail. Mesdames, Messieurs, rendez-vous est pris pour jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission en toute liberté. Déjà demain, la rediffusion de l'émission à 10h et le dimanche, rediffusion de l'émission à 22h. Au revoir et à jeudi prochain. En toute liberté.